2000. Un certain Eminem explose avec son album Marshall Mathers, tandis que Ridley Scott impressionne le monde entier avec Gladiator. Mais en même temps, mais quel film? Le jeune Masashi Kishimoto, lui, qui venait pourtant de s'acheter un lecteur DVD dernier cri, ne pourra même pas en profiter. Et oui, travailler ou profiter de la vie, faut choisir. On dirait un vieux post Facebook là. En effet, l'auteur ne va se consacrer qu'à son manga. Les films, eux, ils attendront. Après un premier arc à la fois dense, efficace, émouvant et épique, Naruto, c'est son nouveau manga, est lancé sur la voie de son Nindo. Et cette œuvre sur la voie du succès. Fine plume ayant donné vie et cœur aux histoires poignantes de Haku et Zabuza, Masashi Kishimoto fait forte impression auprès de ses pairs comme auprès de ses lecteurs du Jump. C'est sans équivoque. Quelque chose s'est passé. Un virage s'est opéré dans le monde du manga, mais les gens à l'époque, ils en avaient pas tout à fait conscience. Et pourtant, ce n'est rien en comparaison du tournant que va prendre le genre une fois la parution achevée de l'arc légendaire de l'examen Chunin. Car à peine rentré du pays des vagues, Kakashi inscrit l'équipe 7 à cet immense processus d'évaluation ninja et de montée en grade, promesse d'affrontements épiques et d'enjeux dramaturgiques encore plus ambitieux. Alors que les choses sérieuses commencent, accompagnez-nous dans l'analyse des arcs de la première partie de Naruto, aux côtés d'un type, c'est moi, qui n'a jamais lu Shippuden, mais qui le découvrira avec vous à la fin des arcs de Naruto, cette pierre angulaire de la pop culture qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Ça tombe bien, je suis là pour ça, car prenez garde, le ciel s'assombrit, l'atmosphère devient plus aigre, rance, même si on est de retour au bercail. C'est normal, sans qu'il ne le sache, le serpent se trouvait déjà dans le nid, prêt à se repaître des jeunes oisillons, car si la vocation du ninja est de tisser des liens, il doit aussi dénouer les nœuds suffocants de la constriction qui l'assaille. Cette épisode vous est présenté par NordVPN. Fini les missions de classe S trop dangereuses. Plus besoin d'infiltrer les pays étrangers. Vous pouvez le faire depuis votre village des feuilles, bien au calme sur votre canapé, grâce à NordVPN. Un VPN, comme tout bon shinobi d'internet le sait, vous permet de vous déplacer sur la toile sans être repéré et en protégeant toutes vos données. En fait, c'est un vrai bail de ninja supérieur. Devenez invisible aux yeux des trop curieux qui vous épient dans l'ombre. Je fais aucune allusion à un certain village, non. Mais le plus fou pour vous, mes petits chounines, c'est le changement d'emplacement virtuel. Téléportez-vous dans n'importe quelle région du monde pour profiter des avantages de chaque pays. Vous voulez mater vos animés préférés sur Crunchyroll? Hop là, invocation Rat no Jutsu. Hop, téléportation à moi labo à 40 centimes par mois. Vous voulez mater l'euro cet été, mais bon, vous êtes à l'étranger? Hop, téléportation no Jutsu en France pour mater MyTF1 alors que vous êtes en plein Tokyo. D'ailleurs, vous me foutez le démon. Et en parlant de vacances, voici venir le tout nouveau service eSIM de NordVPN. Seili, votre meilleur pote à l'étranger. Une eSIM, c'est littéralement votre carte SIM virtuelle que vous pouvez utiliser dans un autre pays. Ah, et je peux vous dire d'expérience que lorsque j'étais au Japon, j'allais pas m'amuser à activer la 4G, parce que sinon en quelques secondes, ça me vide tout mon chakra et surtout tout mon porte-monnaie. Mais avec Seili, tout ça, c'est fini. Alors foncez dans la description et profitez de notre offre exclusive Ninja jusqu'au 7 août. Et pour tout achat d'abonnement NordVPN de 2 ans, obtenez 4 mois d'abonnement offert ainsi qu'un code Seili pouvant aller jusqu'à 20 gigas dans le pays de votre choix. Le Japon donc, ok, on a compris. Cet été avec NordVPN, ne partez plus sans internet. Kankuro, yamero. Alors oui, il souffle un vent très menaçant sur le village. Et le village des feuilles, c'est pas celui sur lequel il faut souffler. En effet, tout juste arrivés au pays pour se reposer, nos jeunes héros doivent passer la vitesse supérieure. Ils doivent passer le temps redouté examen Chunin. En effet, tout juste de retour au village après leur mission couronnée de succès, Naruto, Sasuke et Sakura tombent sur des ninjas du pays des sables. S'ils sont ici, c'est parce que, eux aussi, ils comptent participer à cet examen
examens de sélection biannuels. Pourtant, en territoire ennemi, ces derniers, eux aussi en équipe de 3, tiens donc, se sentent suffisamment à l'aise pour provoquer les habitants de Konoha. Mais sont-ils fous? Kishimoto amorce alors de façon claire une opposition entre les deux équipes à venir. Mais celle-ci, loin d'être ludique et fair-play, s'annonce plutôt violente. Et je veux dire, moi, ils me font peur. Il faut dire que l'un des membres qui se distingue immédiatement avec sa jarre sur le dos affiche un regard, disons, démoniaque. Mais encore une fois, à peine remis de leurs émotions, l'équipe 7 doit se rendre aux inscriptions. Car pour l'heure, je vous rappelle, ce sont de simples Genins. Les 3 jeunes gens doivent encore passer au stade de Chunin, puis de Jonin, pour devenir des ninjas confirmés. Kakashi Sensei croit ses protégés capables de performer après ce qu'ils ont traversé au pays des vagues. Si Naruto a pu éprouver sa détermination, et ça, qu'est-ce qu'il a fait, on l'a vu, on est témoin. Cette partie, elle, ne semble en revanche pas gagner d'avance. S'il veut un jour devenir Hokage, le ninja le plus imprévisible devra certes surpasser Sasuke, mais alors surtout, avant lui, une cohorte de confrères shinobi qui fleurissent dans le village des feuilles. Et on va pas se mentir, hein, la plupart, ils sont bien meilleurs que lui. Et pour nous le faire comprendre, l'auteur va introduire au lecteur, comme à l'équipe 7, le personnage de Rock Lee. Et il veut faire une tête avec Sasuke? Et ce jeune garçon, il a une particularité. Il est incapable d'utiliser le ninjutsu. Mais si, vous savez, cet art ninja manipulant le chakra, c'est la base quand même. Ou même le genjutsu, l'art des illusions. En fait, son domaine, c'est le taijutsu, l'art du combat au corps à corps. Et oui, c'est pas pour rien que ce personnage s'appelle Lee. En tout cas, le malheureux, car brimé lui aussi durant son apprentissage, Bichette, fait écho au parcours difficile de Naruto. Et ce qu'il désire plus que tout, c'est prouver qu'avec uniquement le taijutsu, on peut vaincre les plus grands prodiges. Rock Lee désire lui aussi ardemment donc prouver sa valeur au monde. Sasuke, de son côté, ne le prend clairement pas au sérieux, disons-le, avec son arrogance naturelle même, il sous-estime son adversaire. Il faut dire qu'il est désormais capable d'activer son Sharingan dans les deux yeux, une façon habile pour Kishimoto de surclasser le référentiel Neketsu proposé par Kakashi et son œil unique dans le premier arc. Et vous êtes en train de comprendre, oui, que c'est en réalité à ce moment-là que l'auteur met en place sa technique narrative devenue la plus culte. Présenter les pouvoirs de son univers, jongler ensuite entre les forces de ses personnages avant de proposer de la surenchère, y compris graphique. Non mais je vous disais, on est en présence d'un maître. Alors c'est un peu balbutiant, c'est pourquoi Kishimoto va utiliser le personnage de Sakura, et plus particulièrement ses bulles de dialogue, pour nous le faire comprendre. C'est ce qu'on appelle une emphase. C'est grossier, mais ça fait le taf. Je cite dans le texte, « C'est bien plus surprenant que tout ce qu'on a vu jusqu'alors ». Ça pourrait être presque une phrase derrière le tome pour dire « achetez-le ». Les commentaires dans les shonen restent ce qu'ils sont, c'est pauvre mais bougrement efficace. Alors oui, Kishimoto c'est bien sympa, mais moi j'ai pas oublié que Kakashi il a qu'un seul Sharingan à un seul œil. Et c'est pas un Uchiwa. Comment c'est possible? Je suis arrêté à Kakashi Gaiden, je sais que son petit pote Obito avant de mourir lui a donné son œil. Je veux dire, quoi, on peut déterrer tous les Uchiwa et avoir les Sharingan qu'on veut? On est où là? Quoi qu'il en soit, Sasuke est complètement surclassé par son adversaire, un peu cher j'avoue. Ici, pas question de copier les techniques adverses, en fait il y en a tout simplement pas. En face, Lee ne fait qu'asséner des coups de pied et de poings bien solides, bien époque de nos grands frères. Ce combat c'est d'ailleurs le terrain d'expérimentation pour notre talentueux Kishimoto, qui produit pour l'occasion des pleines pages débordantes de lignes directives très agréables. Merci Kishimoto, merci pour mes yeux. L'auteur le sait, s'il parvient à l'aide d'un découpage finement pensé à surprendre le lecteur lorsqu'il tourne une page, alors la chorégraphie fera le reste. Et non mais là c'est important, vous accélérez le nombre de cases tout en diminuant leur taille au fur et à mesure que vous accélérez et démultipliez ces dernières pour que, en tournant la page, bam, une seule case. Parce que franchement sur le papier, hein, les arts martiaux, qu'est-ce que ça claque. Et enfin, pas que sur le papier, hein, parce que... rock, paper, scissors... Ok. Lee balaye donc le petit génie qui, sans l'intervention de son sensei, aurait pris une rouste qu'il n'avait pas vu venir même avec ses pupilles. J'ai le seum contre Sasuke ou quoi? Et je suis obligé de parler de Guy. Non mais sérieux, cette passion, comme il bouillonne, il est tellement chaud qu'il sort des cadres de son propre manga. Comme Kakashi, tiens d'ailleurs. En tout cas, moi j'appelle ça une formidable amorce et un tout nouveau tour de force du mangaka. Pour entamer son deuxième arc, il fait perdre Sasuke, qui est celui pourtant qui ne peut pas perdre, Roronoa Zoro. Bref, franchement, quand on voit la gueule et la dégaine de Lee, le ton est donné. On se dit, s'il y a des monstres encore plus forts que lui à l'examen, mais comment nos héros vont-ils faire?
Bien chanceux, Sasuke a dorénavant 2 amis sur qui il peut compter. Au sein de l'équipe 7, les liens se sont noués. Une équipe qui, même dans son propre village, semble seule contre tous. Cela, Kishimoto nous le montre en multipliant les panels où les 3 font face ensemble à l'adversité comme ils l'ont compris au pays de la brume. C'est ensemble qu'ils pénètrent le monde cruel et impardonnable de la sélection ninja. Et ce tournoi, qu'est-ce qu'il est rude, organisé donc en plusieurs étapes d'implacable rigueur. Et donc bien sûr, on peut pas s'empêcher d'y voir un énième reflet du monde éditorial japonais absolument irrespirable, où les jeunes plumes s'affrontent pour essayer de s'extirper du lot et être la seule à pouvoir briller dans les colonnes du Jump. Oh que oui, la compétition va être féroce, et cela rien qu'à Konoha. Au fil des pages, l'auteur tient à prendre le temps d'ancrer au fil de son pinceau toute la concurrence. Et qu'est-ce qu'il y en a? Un moyen simple mais efficace de stimuler la hype chez les lecteurs. On commence par l'équipe 10, composée de Shoji, littéralement le seul gros qui est présenté... Comme un gros quoi. Mais il y a aussi Ino, une autre fille, présentée comme la rivale de Sakura dans la course à la séduction de Sasuke. Aussi précurseur qu'il soit, Kishimoto est aussi un auteur de son temps. Il manque une nouvelle fois le coche au niveau de la caractérisation de ces personnages féminins à mon goût. À ce niveau-là, nous atteignons un point clair de bascule avec ces 2 petites fleurs. Oui, Sakura et Ino sont des filles, donc elles ont des noms de fleurs. C'est original en vrai. Il y a 20 ans. Mais heureusement, le groupe est relevé par la présence de mon personnage favori de tout le manga. Non pas que ça vous intéresse, si jamais. Oui, mesdames et messieurs, j'ai nommé Shikamaru Nara. Alors, s'il apparaît au chapitre 34, c'est bien au chapitre 39 que l'auteur va enfin lui donner un nom et un profil absolument ignoble. S'il te plaît, respecte-le quand même, Kishimoto. Pour l'instant, ce râleur invétéré ne paye pas de mine, mais on va voir très vite que l'équipe 10 va être très contente de l'avoir avec elle. Je suis donc bien content que Kishimoto, à ce stade de l'histoire toujours, utilise le bon vieil adage « l'habit ne fait pas le ninja ». Dans une catégorie un peu similaire, nous rencontrons aussi une certaine Hinata Hyuga, pour l'instant présentée par le prisme naïf et un peu bêta de Naruto. Réservée, elle fuit le regard du protagoniste. Kishimoto est plutôt malin. Et oui, avec cette simple case, il est sous-entendu, mais jamais dit pour le moment, que les deux se connaissent déjà. Mais surtout, il s'adresse aux jeunes garçons qui, comme son héros, ne vont même pas comprendre qu'elle est amoureuse de lui. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Et en vrai, alors que pourtant, ça saute aux yeux, non? Byakuyan! L'équipe 8 est complétée du duo sauvage Kiba et son chien Akamaru, ainsi que Shino à la plastique intrigante. Mais qu'est-ce qu'il est intrigant? Mais c'est bien à la page suivante que l'on entre véritablement dans le cœur du sujet, avec l'introduction du personnage de Kabuto Yakushi, le véritable Tompa de Kishimoto. Alors oui, je sais, la comparaison est osée, mais permettez-moi de m'expliquer. Tout premièrement, Tompa, comme Kabuto, va être un personnage qui va manipuler les jeunes arrivants en leur faisant croire qu'il leur apporte des tuyaux. Je veux dire, merci le profil de scammer qui appelle votre grand-mère pour dire « Oui, vous n'avez pas payé votre abonnement Netflix à 300 €. » Mais surtout, tout ça, ça se passe du coup dans une compétition. Et le plus flagrant, c'est l'ouverture sur la présentation de tous les compétiteurs, tous les antagonistes. S'il vous plaît. Et le pire, c'est que sur cette page, Kabuto est exactement au même endroit que Tompa vis-à-vis de tous les autres participants. À ce rythme-là, on est carrément sur un hommage, une référence. Pour finir, ce que je trouve assez habile, c'est que si Tompa mettait en garde les lecteurs comme les personnages vis-à-vis du personnage très dangereux d'Hisoka, ici Kabuto va faire de même avec un certain Gaara. Ce serait pas anodin, étant donné que le premier intéressé avait dit qu'il s'était inspiré pour son personnage de Sasuke de la figure de Yei dans Yu Yu Hachiko. Donc, on n'est plus à ça près. Pour l'instant, Kabuto est surtout un personnage prétexte à de l'exposition, je dis bien pour l'instant. Ce dernier possède en effet des cartes qui résument les caractéristiques et les palmarès des personnages importants de l'examen, un trope qui a beaucoup été réutilisé par la suite dans l'univers du manga. Il faut dire que c'est vraiment très pratique. Ce procédé utilise dans un médium papier, tiens donc, mais est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de lire? C'est une mise en abîme. Je veux dire, ils sont littéralement en train de lire un databook en fait, dans la diégèse du manga. Ce procédé permet au lecteur de s'arrêter sur chaque case comme Sasuke et encore une fois, de se hyper tout seul.
surtout quand on découvre le profil d'un certain Gaara, venu du village des sables. Oh mais c'est lui de tout à l'heure, non? Celui-ci a déjà accompli une mission de rang B, normalement impossible pour un ninja aussi jeune. Si cela peut faire peur aux protagonistes, cela stimule surtout l'attente des lecteurs, qui n'ont pas oublié que le commanditaire de la mission de l'équipe 7 au pays des vagues avait fait passer son rang B pour un rang C, afin d'économiser de l'argent. Que vous vous en souvenez? Que vous avez regardé la première analyse? Ainsi, Sasuke n'a donc pas forcément à rougir devant Gaara. Enfin, en bon air d'allunette, Kabuto sort de sa besace une carte du monde shinobi. Oui, car cet examen, il est intervillage. Après la première excursion de l'équipe 7 en dehors de Konoha, Kishimoto fait jouer plus intensément sa géopolitique et montre qu'il a pensé son world building sur le long terme. On comprend tout de suite avec les 153 participants, s'il vous plaît, venus de différents villages, que le ninja, arme létale, est aussi en réalité un objet diplomatique, politique. Évidemment, la majorité des candidats, eux, sont de Konoha. En même temps, enculé, on est à domicile ou quoi? Faut pas déconner. Mais en bon shonen neketsu classique, tout nous indique que nos héros s'apprêtent à rencontrer l'élite de l'élite, les meilleurs élèves ninja du monde. Ils flottent dans l'air un parfum de danger, et nous nous demandons tous ce qui attend Naruto, Sakura et Sasuke. Non c'est bon, vas-y, ça fait 2 fois là. 運が悪いんだよ、お前らは。今年はこの俺がルールだ。 C'est donc le moment de faire un point, je vous en prie, sur la gimmick traditionnelle que représente le tournoi, l'examen dans les premiers arcs shonen. Vous avez pas remarqué que tous les seconds arcs des mangas, ce sont des arcs de tournoi? Bien joué Kishimoto! En effet, très nombreux sont les mangas à l'utiliser au tout début de récit. Car en plus de stimuler la curiosité des lecteurs, je veux dire, ça reste un tournoi. Est-ce qu'il y aura un podium? Qui sera le meilleur ninja du moment? Ça permet surtout à l'auteur d'élargir sa palette de personnages et les mythologies qui les accompagnent, sans pour autant rajouter d'expositions inutiles. Ce sont des véritables moments de démo technique stylistique. Ces moments condensent tous les leviers de puissance du genre et le tout dans un très court laps de temps. Concernant l'examen qui nous intéresse, il se décompose en au moins 3 épreuves distinctes. Nouvelle idée ingénieuse de l'auteur qui, alors que l'on s'attendait tous à une évaluation basée sur la force au vu des centaines de participants surentraînés, mise sur une épreuve théorique. Premièrement, l'existence même de ce concept d'épreuve écrite, très terre à terre, permet justement de rendre organique et crédible le monde des ninjas. Le shinobi a un rôle militaire important, certes on l'a vu, mais il est présent dans toutes les strates de la société, y compris dans l'administration. C'est justement à ce moment que le maître choisit de pervertir son concept. Loin de devoir rendre une copie parfaite, les aspirants doivent tricher en utilisant des shunins présents dans la salle, cachés parmi les élèves. Oui, un ninja, c'est l'aboutissement de la balance entre bureaucratie et usage de la force. Le faux traditionnalisme qui se fond dans le manga, on l'a vu Naruto, continue d'en imprégner alors les pages. C'est assez ambitieux comme proposition narrative, mais surtout terriblement cohérent avec ce que l'on a vu jusque-là. Vous vous souvenez, on est dans un Tokyo traditionnel avec des immeubles, c'est quand même bizarre. Et puis il joue aux jeux vidéo, il y a de l'électricité. Deuxièmement, l'exercice de style est tout simplement aussi remarquablement réussi graphiquement. L'épreuve est lancée par Naruto en pleine page qui vient également déconstruire l'académisme de la scène. Tout le long du processus, donc, Kishimoto va se servir de cette épreuve pour exprimer sa créativité tout en montrant les facultés de chacun. Ainsi, l'on est directement témoin de la dualité oculaire très intéressante entre le Byakugan et le Sharingan, tous deux illustré en page adjacente. Alors, cette technique héréditaire du clan Hyuga, elle permet au mystérieux Neji de percer l'horizon du regard. L'occasion pour moi d'ailleurs de vous demander, vous préférez quoi? Le Byakugan ou le Sharingan? Non, en vrai, pour le coup, je me suis toujours demandé, il y a genre une préférence chez les fans ou quoi? Les aspirants de Suna s'illustrent aussi, tandis qu'Ino contrôle Sakura pour siphonner son intelligence remarquable. Je me permets de dire habile. Là encore, le dessinateur talentueux rend cette dynamique non seulement claire, mais bougrement ludique, dans un contexte quand même, je vous le rappelle, de devoir sur table, je veux dire, c'est nul. Mais alors le plus adorable survient avec le personnage d'Hinata, qui laisse purement et simplement Naruto copier son travail. Alors de 1, elle sait que le gars est beaucoup trop con pour réussir ce
ce test tout seul, de 2, oui, elle est amoureuse de lui, et de 3, elle est prête à sacrifier son avenir de kunoichi pour lui. Il refuse de tricher. Hinata, déjà Mareuse, te fatigue pas, il préfère Sakura sa waifu, déjà c'est la première meuf à avoir créé une coupe carrée au bol de l'histoire. Le porteur de Kyuubi, le renard à 9 queues, est d'ailleurs bien incapable de répondre à la moindre question de ce test. En fait, il n'a même pas compris que le but était de tricher. Mais alors, comment va-t-il y arriver ? Comment va-t-il réussir son test ? Nous entrons, oui, dans le cœur battant de cette première épreuve de l'examen Chunin. Avec le personnage d'Hibiki Molino, l'examinateur, Kishimoto va utiliser le même procédé narratif qu'il avait employé avec Kakashi au début du manga. Vous savez, faire dire à des personnages ailleurs dans un montage alterné que « Oh non, vous voulez dire que le professeur en charge c'est Chachichachu ? Oh non, mais il est connu pour être extrêmement sadique et impitoyable !» Vous voyez ? Eh ben, ce qui est beau, c'est que cette fois, dans un clin d'œil droit, disons, c'est le sensei Batifoller qui va, à son tour, teaser l'épreuve du sadique instructeur, connu pour être sans pitié. C'est beau, non ? Y'a que moi qui trouve les adultes ninjas aussi stylés que les enfants. Ok, y a pas que moi, mais... Avant même les personnages donc, les lecteurs comprennent qu'il s'agit en réalité d'un test de foi. Pour passer à l'épreuve suivante, il suffit en fait juste de rester dans la salle jusqu'à la fin du temps imparti. Hibiki, cette cruauté chauve là, laisse le choix dans les ultimes instants. Ne pas répondre à la 10e question, et voir toute son équipe être recalée. Répondre à la question, mais se tromper, vous empêchant donc de repasser à jamais l'examen. Ou abandonner tout de suite et retenter l'année suivante. Il y a dans cette petite torture mentale un bel écho donc du test du premier repas par Kakashi. Ouais, non, Masashi nous refait pas le coup une 3e fois. Mais alors que la première fois c'était donc Sakura et Sasuke qui étaient mis en avant, ici c'est bien Naruto qui montre tout son cran et sa noblesse. Alors que l'on croyait tous que ce dernier levait la main pour abandonner, Naruto lève le bras pour interpeller l'évaluateur et lui hurler une fois de plus son ambition inouïe devant une salle entièrement inspirée. Ouais, on est décidément dans un shonen neketsu. Après un certain chapeau de paille criant son rêve sur l'échafaud, Kishimoto lui cimente la figure du héros de shonen telle qu'on la conçoit encore aujourd'hui. Ouais, rien que ça. La pleine page de la déclaration d'intention de Naruto déborde donc d'une belle vanité. L'auteur le rend d'ailleurs en tout point unique puisque l'éternel cancre va au bout de l'épreuve avec une feuille entièrement blanche. Voilà une très belle touche de poésie et de naïveté propre au héros. Voilà qui symbolise l'ambition de Naruto. Pour créer un monde nouveau, il faut avant tout ne pas avoir d'a priori sur lui. Ne mettez pas les gens dans des cases. D'ailleurs, ne les remplissez même pas. Encore une fois, Naruto conjure les a priori pour bâtir un lendemain littéralement vierge. Le shinobi raté a donc passé le test de la vie sans donner même son opinion. Et c'est franchement très bien trouvé. Il est bien là le premier pavé de sa voie de ninja. Pour réaliser ses rêves, seul compte la détermination. Oh, mais c'est que je commence à de plus en plus le kiffer, ce petit gars. Allez, on passe d'une épreuve à l'autre comme un shinobi passe d'arbre en arbre. Et en parlant d'arbre, bienvenue dans la 2e épreuve. Et waouh, elle est bien pire que la précédente. Déjà, avec l'entrée en scène du personnage de Hanko, nouvelle examinatrice, on constate que le village de Konoha en a mais alors strictement rien à cirer du budget rénovation. Avec les arrivées toutes plus fracassantes les unes que les autres, là, ça va. Hein. Les ninjas de rang supérieur, donc, amènent les survivants, les élèves sélectionnés vers leur seconde épreuve, les Hunger Games. Non mais sérieux, je veux dire, si Naruto il se met à danser là au milieu des bois, ça y est, on est dans Fortnite, non? J'ai pas raison, mes amis gamers. Livrés à eux-mêmes dans la forêt de la mort, les aspirants Chunin vont devoir s'affronter pour se dérober des rouleaux de parchemin. L'ambiance est donc déjà pesante, mais pour une raison assez obscure, elle devient vite étouffante. Les combattants de chaque village sont là, et pourtant une menace bien plus grande semble rôder, planer au-dessus des jeunes ninjas. Non, en fait, elle rampe. Le malaise s'installe à la seconde où un des élèves, venu de Kusa, est le seul à ne pas avoir peur de l'examinatrice. D'un coup de langue, il rend à la kunoichi le kunai qu'elle avait jeté, dans une case tout simplement terrifiante. Alors, le lecteur ne peut pas encore le comprendre, mais ce personnage au trait androgyne est en réalité le professeur de la professeure. Je veux dire, vous savez, on a tous vibré une fois quand on a vu un prof se faire engueuler par le rectorat ou par le directeur de l'école. On était là, oh Maenani, c'est le prof du prof carrément.
Non, personne. Bah, faut croire que si quand même, parce que vous savez quoi, Naruto, c'est avant tout écrit pour cette tranche d'âge. Pas mal, non? C'est japonais. Orochimaru, un nom qui, à lui seul, donne des sueurs froides aux ninjas les plus accomplis. Depuis sa désertion de Konoha, il est l'ennemi intérieur par excellence, le serpent dans le nid, monstrueusement charismatique. Sa voix dans l'animé, là, vraiment, elle me masse le cerveau, là. 巻物の奪い合いを命がけで Cet antagoniste unique jouit de l'une des plus belles introductions du manga contemporain. Pour instaurer l'aura qu'il possède, pour inscrire la peur qu'il suscite jusque chez les lecteurs, Kishimoto va jouer avec les codes même de son médium pour que son venin suinte de ses pages. Après la case effroyable où l'on découvre ses premières victimes, le visage arraché, c'est sans la moindre gradation que nos protagonistes sont bouleversés. Bousculé. Il ne devrait tout simplement pas tomber sur un mec aussi dangereux à ce stade de l'histoire. Ce qui se passe sous nos yeux n'est pas normal. Orochimaru est tellement effrayant que, héros comme lecteurs, prennent pour un sort d'illusion ce qui n'est en réalité que son aura traumatisante. Et c'est la meilleure idée que peut trouver l'auteur pour introduire le personnage. Je veux dire, jusque-là on en a vu des illusions, mais là, c'est même pas une illusion, c'est juste qui fait beaucoup trop peur. Donc, tout Naruto, les précédents volumes, les précédents chapitres, tout est déconstruit avec l'arrivée d'Orochimaru. Le mec a cassé son propre manga. Oh non, ce shinobi-là, il n'est vraiment pas comme les autres. On dirait qu'il a conscience de l'univers dans lequel il évolue, s'amusant de ses propres règles. Cet homme, à sang-froid, change à lui seul le récit. Comme un Joker du manga. Alors pour l'instant, parasite de cette première partie d'arc, je veux dire, le mec était même pas supposé être dedans. Il est pas consacré à toi, Orochimaru, qu'est-ce que tu fais là? Bientôt, c'est en réalité l'enjeu de l'examen Chunin lui-même qui deviendra un grain de sable, Sans mauvais jeu de mots. glissant simplement sur la peau écailleuse, et l'enjeu dramatique de cet individu. Alors faisons un petit crochet cette fois au niveau des inspirations du côté d'Harry Potter. Ça tombe bien, nous sommes au 4e tome. Tiens donc, 4e film, bizarre. Je rigole. Ou pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est un tournoi entre écoles, avec en épreuve un labyrinthe dans une forêt, dans lequel le méchant va s'insérer afin que, là où les professeurs ne peuvent plus intervenir, il va pouvoir frapper directement les élèves. Cette irruption du méchant, d'ailleurs les deux liés au serpent, va permettre à ce dernier de frapper dans un moment d'autarcie. Dans les deux cas, cette irruption du méchant tout pâle, comme un cauchemar dans le récit, va venir bousculer toute la trame qui était encore, pour le moment, si je puis me permettre, quelque peu naïve. Ce type, il est connu et craint de tous les villages. Il a une prime d'au moins 1 milliard de berries, qui lance donc l'alerte immédiatement en plein examen. Lui sait que Kyuubi a été scellé en Naruto il y a 12 ans et se révèle même capable de manipuler son sceau. Hop, déjà, ça s'accélère, hein. Mais surtout, il pousse les héros au-delà de leurs limites. Et forcément, je veux dire, ayant été moi-même dans ce genre de situation, je veux dire, pour survivre, il faut faire ce qu'il faut faire. Hein. On est sur un vrai moteur Neketsu. Naruto fusionne avec le démon renard le temps d'un instant, tandis que Sasuke dévoile son Sharingan. L'occasion en plein combat d'apprendre que la personne qu'il veut tuer est en réalité son frère, et que ses yeux sont héréditaires chez les Uchiwa. Pardonnez-moi, mais il faut bien comprendre à quel point Kishimoto est brillant sur ce coup-là. Ce frère semble si monstrueux, si fort, que cela suffit pour extraire la peur du cœur de Sasuke. Je veux dire, face à un ennemi qui pourtant est lui déjà traumatisant, il me chie dessus à sa place. Cette façon de teaser des enjeux inspirera par la suite toute la concurrence. Oui, je le dis, c'est le GOT. Bref, le manga vient d'entrer dans une autre dimension où, comme si l'on avait désormais des pupilles plus affinées, clin d'œil, l'on peut observer les cordes sur le long terme. Le temps présent se dérobe sous le poids de l'irruption ou du fait de la corrosion du venin. Une intrigue donc vertigineusement dangereuse dans un tournoi d'élèves. Et ça relève aujourd'hui du trope shonen par excellence, cette irruption de quelque chose de plus grand dans un tournoi académique. Mais franchement, c'était pas tout à fait le cas à l'époque, cette menace de mort dépassant largement l'urgence scénaristique de l'examen, en tel quel, ça a tout changé. Lorsqu'Orochimaru appose sa marque sur le cou de Sasuke, déjà au secours, appelez la brigade des mineurs. Le danger du reptile est imprimé à l'encre sur les pages du manga, comme sur la peau du jeune prodige. Et ça va tout changer. La volonté de puissance va désormais lentement couler dans les veines du garçon, comme un poison. Parce que c'est un serpent.
Véritable anomalie, exactement comme le Hisoka de Togashi. D'ailleurs, même introduction avec l'idée de l'aura qui crée une illusion, tellement il est effrayant dans ce couloir. Orochimaru susurre à sa proie « Je te veux ». Oh non, un jeune garçon talentueux et mystérieux à l'ambition dévorante et à la marque maudite. Mais alors ça va, la bête immonde s'en va, elle est repue, mais les dangers de l'examen, eux, sont toujours là. La moindre escarmouche peut survenir à tout instant, et justement, l'équipe morbide du village du son... tiens non, le village du son, bizarre. Comme si c'était à la botte de Orochimaru, comme si c'était le village créé par Orochimaru, vraiment. Est bien décidé à ôter la vie de Sasuke, avant que la marque maudite n'éveille de nouveaux pouvoirs et que ce dernier glisse, comme un serpent sur l'herbe, dans les côtés obscurs du chakra. Naruto et Sasuke sont donc inconscients. Comment l'équipe va-t-elle s'en sortir? Il ne reste plus qu'à cueillir Sakura. Vous avez compris, parce que c'est une fleur. Mais non! Au contraire, si Rock Lee, Shoji, Ino et Shikamaru ainsi que Neji interviennent dans le guet-apens pour les aider, non, aucun ne volera la vedette à la jeune fleur de cerisier qui s'oppose seule aux 3 assaillants. 私もあなたたちみたいになりたい。みんな Sur ce coup-là, écoutez-moi bien, l'aspirante Kunoichi est absolument phénoménale. Avec un enchaînement de techniques et de prises de risques, la ninja tête aux 3 ennemis. Merci Kishimoto mon ref, merci. Mais surtout, une fois prise au piège, elle n'a d'autre choix que de se couper les cheveux pour continuer à se battre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, il est culturellement vu que les femmes se coupent les cheveux, surtout les plus jeunes, après une rupture amoureuse. Ici, Kishimoto joue donc avec ce code. Sakura donc a une rupture. Elle s'extirpe de l'emprise de son opposante, de l'emprise de Sasuke, et de l'emprise de son propre manque de confiance en elle. Et je rajouterais même, elle rompt complètement avec le personnage un petit peu relou qu'elle était, voilà. Elle aussi doit pouvoir protéger ses compagnons. Et vraiment, dans une pose encore une fois empreinte de cinéma, elle pète la classe. Damn, that's my girl! Cette plastique est si parfaite qu'elle semble avoir servi de tout premier chara-design pour le personnage. Non, Sakura n'est plus une fleur fragile, elle est une héroïne à part entière, l'égale de ses homologues de l'équipe 7 qui, comme la fleur de lotus, s'épanouira pour elle à nouveau. Dans un rythme effréné digne d'un final, Orochimaru s'est donc insinué partout jusque dans la tête des ennemis, comme dans celle des héros, poussant ces derniers à grandir. Pour son propre chef, il semble avoir déposé le pinceau de Damoclès au-dessus de nos personnages. Quant à ce que nous avons entreaperçu de Sasuke, ça fait froid dans le dos. Tout cela en dit tellement long sur la faculté de ce nouveau méchant à s'approprier à la fois toute l'histoire et son rythme sur l'intrigue. Voilà une présence qui choque, même quand il n'est pas là. Mais alors je vous le demande, après une telle irruption d'un personnage de Thunderstier, tellement il est délicieux, comment est-ce qu'on rend l'intrigue du tournoi toujours aussi intéressante? Ah ben croyez-moi, la plume de Kishimoto, elle brûle comme le poulet braisé, et il lui suffit d'écrire un seul nom, Gaara. Mais si, c'est le boug à la jarre du village du sable là. Et comme on le présentait, il est presque tout aussi terrifiant qu'Orochimaru. Une nouvelle fois, l'auteur insuffle de l'énergie aux événements. L'énergie de la peur. Si le serpent crée une peur primale, ici nous sommes sur la peur du civilisé face aux barbares. C'est brillant. Commence alors l'essence même du shonen neketsu, les comparaisons de puissance. Et oui, puisque l'humain a pour nature de vouloir créer des liens entre des choses qui pourtant ne coexistent pas du tout. Actually, Goku est plus fort que Superman. Mihawk, il est plus fort que Shanks. Non, Shanks, c'est le meilleur parce qu'il n'y a pas que l'épée qui compte. Ici, et à cet endroit des bois, on est en plein dans ce mécanisme. Si Orochimaru est à droite du spectre de la violence, Gaara, lui, est tout à gauche. On ne sait pas ce que ça vaut, on ne sait pas si le plus important c'est l'extrême gauche ou droite. Je veux dire, les deux ont aucune pitié, et les deux, dans leur intrigue respective, semblent au sommet de la chaîne alimentaire. Ils l'assurent, tous ceux qui croiseront notre chemin périront. Ok, alors il se passe quoi Gaara si Orochimaru il croise son chemin? Hein? Tu vas le tuer lui aussi? Ok, mais plus sérieusement. Pour mettre en avant son personnage, Kishimoto utilise le procédé narratif le plus vieux du monde. Instaurer un contraste grâce à des témoins. Ici,
l'équipe 10, qui observe en cachette les exploits meurtriers de l'homme sable. Et cela, en plus des dialogues qui viennent souligner le fossé qui les sépare. En phase tout à fait classique, on y reviendra. Les personnages rejoignent donc les lecteurs en ne pouvant être plus que de simples spectateurs du meurtre. C'est ça qui est stylé. Pour montrer de la différence, créer un contraste et le gouffre qui sépare des personnages, il suffit de faire de ces mêmes personnages non plus des rivaux compétents, mais tout bonnement des spectateurs comme nous, impuissants. C'est même le titre de ce 58e chapitre, les témoins. Plus brillant encore, pour montrer le danger quasi surnaturel de Gaara, Kishimoto va imiter le rendu d'une image de vidéosurveillance que les examinateurs visionnent avec effroi. La teinte glaçante que prend alors l'encre sur le papier est sidérante. Encore une fois, c'est un code du cinéma, et même du cinéma d'horreur. Il y a des airs de Blair Witch, ce film en caméra épaule uniquement reconstruit en found footage, donc à travers la caméra d'un des personnages, est sorti quelques mois auparavant dans les salles obscures japonaises. Mais surtout, il y a du Battle Royale, film japonais cultissime, où des adolescents sont jetés dans une nature hostile, tiens donc, pour s'entretuer, tiens donc, sous le regard des caméras, tiens donc. Et le film est sorti en décembre 2000 au Japon, soit quelques semaines à peine avant la parution de ce 50e chapitre de Naruto en janvier 2001. L'auteur nous prévient donc. Face à Gaara, vaut mieux ne pas être acteur. Contentez-vous de regarder. Le même procédé sera utilisé plus tard avec son instructeur en personne qui est complètement flippé de le voir sans égratignure. Ou encore même par son propre compagnon inquiet qui évoque à nombreuses reprises le démon qui sommeille en lui. Kishimoto multiplie alors les effets d'annonce textuelle. Ce sont donc des emphases qui vont simplement répéter ce qu'elles voient. Elles font ce qu'elles disent. C'est pas très subtil, mais bougrement efficace sur la cible éditoriale, à savoir les jeunes adolescents. L'emphase est donc aussi faite par le dessin. Pleine page, bord de cases effacées, nuances de gris, la narration visuelle est impeccable. D'une lisibilité remarquable, Kishimoto est un architecte. En réalité, il construit l'aura même de ses personnages plus qu'il n'en dessine les contours. Pas étonnant de la part de celui qui engueulait ses camarades en primaire parce qu'il dessinait mal les yeux de Doraemon, s'il vous plaît. Kishimoto, ils avaient 8 ans. Mais ça reste peut-être plus surprenant en revanche pour celui qui avait mis tant d'années à se détacher du style d'Otomo. Non mais regardez-moi ce front bien Akira dans Karakuri, sérieux. Bon, petit aparté mais je fais vite. Ce passage là où les professeurs arrêtent Neji. Théma le Kara Design, Théma la pose, le rectangle de bras au centre, les triangles formés entre Kakashi, Neji, l'angle du bras de Kurenai. On est sur du théorème de Thalès là. Bon alors après le succès in extremis de Naruto et l'équipe 7, il est temps d'introduire la 3e épreuve. Introduite tiens d'ailleurs par le 3e Hokage. Alors, dans un mois, les jeunes ninjas qualifiés devront s'affronter dans des tours à élimination directe au cœur de la grande arène de Konoha. Le gratin de plusieurs villages ninja et même pays du monde entier seront présents en tant que spectateurs pour évaluer le potentiel des shinobi de demain. Alors déjà, l'angoisse, la toute petite pression. J'ai passé mon master à Montpellier pendant le Covid. Je pense que dans l'arène de Konoha, je m'évanouis. Je fais un mot d'excuse. En effet, cette ultime épreuve a davantage un enjeu géopolitique majeur que simplement sportif. Et ça, c'est vraiment superbe, parce qu'en réalité, les professionnels du monde shinobi viennent observer les meilleurs éléments de chaque village, et ce, pour savoir à qui confier les meilleurs contrats. Voilà ce qui explique en partie la présence d'un mec aussi dangereux que Gaara, par exemple. C'est un besoin du village du sable qui doit prouver à son dirigeant politique qu'il n'a pas à commander ses missions au village de Konoha, parce que je vous l'ai pas dit, mais le président, chef, roi, ce que vous voulez de la nation du sable là, il boude de son propre village ninja, genre le giga traître. Friendship with village du sable is over, my best friend is village de Konoha, genre ça vous explique à quel point la bataille est aussi bien économique que diplomatique que martial. Et du coup, moi j'espère vraiment que Naruto conservera cette force politique introduite sans forcer, parce que c'est vraiment excellent, et surtout j'espère qu'on en verra davantage. Je dis ça parce que je sais que de tout Naruto presque, on n'en voit pas davantage. Voilà, j'ai le seum. J'espère que dans Shippuden, on en verra davantage. Parce qu'ici, les événements dessinent un world building, et non l'inverse. On le comprend d'autant plus un peu plus tard à travers le village de Suna et son Kazekage, qui, à l'occasion de cet examen interpays, s'allie avec celui du son, donc tout fraîchement créé par un certain serpent, pour faire tomber Konoha. Une belle démonstration de stratégie militaire résultant donc d'une
d'une balance. Plus l'armée est grande et moins la force importe. Oui, j'ai lu Kingdom. Tout est question de timing, dans la narration comme sur le champ de bataille. L'auteur l'exprime à travers ses dialogues dissimulés tout au long du tournoi. On comprend que l'enjeu de l'examen Chunin dépasse les objectifs de nos trois héros et ça fait du bien. L'auteur a réussi à conjuguer à la fois la présence d'Orochimaru mais également des pays limitrophes pour rendre son arc plus important que ce pourquoi il a été fait. Avant les combats fatidiques, une parenthèse est cependant rouverte sur le sujet au cours d'une réunion où l'Hokage, se dit soucieux qu'Orochimaru ne s'entretienne avec des pays justement limitrophes pour nourrir son aversion pour Konoha. Franchement, salut Toby, t'es sur une bonne piste. Je dis ça, mais après je m'en moque, mais c'est quand même une excellente idée aussi de montrer que les protagonistes ne perdent pas de temps à attendre que le méchant joue son tour et, comme tout bon pays qui a été préparé à la guerre dans son passé, est dans la capacité de riposter et surtout d'imaginer ce que peut faire l'ennemi. Cette géographie est encore une fois rendue très organique lorsque l'on apprend que le village de Suna renonce à la présence de troupes à la frontière afin de laisser penser que seule une ambassade du sable se rend au tournoi pour profiter du spectacle, tout ça avec les vuvuzela. C'est une importance textuelle que Kishimoto nous met là. Je veux dire, quand vous lisez Naruto, vous êtes pas là, je veux absolument qu'il y ait aucune incohérence diplomatique et que, attention, s'il y a trop d'armées à la frontière, l'Hokage il va comprendre qu'il va être attaqué, tout ça. Non, on s'en fout. Mais pourtant, elle est là, cette précision. Et je trouve ça fantastique. Moi, j'imagine Kishimoto faire son petit risque là, préparatoire sur ses schémas, et je trouve ça vraiment très attentionné. Enfin, le père de Neji, quant à lui, fut assassiné et utilisé comme monnaie d'échange au pays des nuages pour éviter un incident diplomatique, sauvant au passage le chef de la branche supérieure des Hyuga. Parfois, il faut casser des œufs pour faire une omelette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Une mise en avant donc politique nécessaire pour que l'on comprenne l'importance du maintien de l'équilibre des forces entre les nations. Voilà pourquoi le ninja est aussi important et voilà pourquoi vous lisez ce manga. Et c'est pourquoi Kishimoto est un énorme goth. Je veux dire, là où il a été très fort, c'est qu'il ne va pas se laisser dévorer par le serpent et son intrigue, et il va réussir à la mettre de côté pour nous teaser, pour garder de la hype. Mieux vaut qualité que quantité. Tout l'enjeu géopolitique lié à cette personne, ainsi que l'imminence des combats à venir, vont passer cette faiblesse de parti pris pour une très grande force. Car au troisième tour, on n'y est pas encore. L'Hokage troisième du nom informe les participants qu'ils sont trop nombreux à avoir réussi la deuxième épreuve. Pas mal, dis donc, c'est pas une mauvaise chose. Ceux-ci vont donc devoir se départager au cours de combats éliminatoires à huis clos. Des dalles en pierre de partout, une immense salle à l'écho qui résonne même sur le papier. Kishimoto, qu'est-ce qu'on a dit? Faut se reposer un peu là. Allez, c'est le moment cathartique dont les lecteurs avaient besoin. Le moment où l'on découvre les capacités de tous les ninjas en lice et où l'on prend notre dose de combat 1v1 bien neketsu. Le premier oppose Sasuke à Yoroi, un ninja d'Oto. Bouh, Oto, bouh. Et c'est ici que je suis vraiment tombé amoureux du manga Naruto. Bon, peut-être pour la deuxième fois, je sais plus. Je vous explique. La marque d'Orochimaru l'empêche d'utiliser son Sharingan, ou même de dépenser trop de chakra. Alors, je me demandais comment il allait faire pour s'en sortir. Comment? Il peut plus utiliser son Sharingan, il peut plus utiliser de chakra, mais comment est-ce qu'il va faire? J'avais complètement oublié son affrontement contre Rock Lee et son taijutsu au tout début, quand il s'apprêtait à lui faire la technique de la feuille morte et le frapper. Qu'est-ce qui allait se passer à ce moment-là? Est-ce que Rock Lee avait gagné? Et c'est en copiant la technique de Lee, déjà, que Sasuke s'inspire de sa défaite pour progresser. Mais surtout, celui qui inspire tout le monde s'inspire en réalité de celui que tout le monde prend pour un raté. Soshite, Masetole classe. Kishimoto reprend la même pleine case, mais cette fois, c'est Sasuke qui exécute au lieu d'être exécuté. Comment vous exprimez plastiquement mieux que ça la progression ? S'il vous plaît. Et enfin, parce que scénaristiquement le mangaka offre la fin qui nous avait été soustraite, la fameuse feuille morte du village de Konoha frappe enfin, mais cette fois, la victime devient bourreau. Quoi de mieux donc pour illustrer la continuité entre Rock Lee et Sasuke, et ainsi finir leur duel à distance. D'un point de vue de pur storyboard, ériger ça sur plus de 30 chapitres, c'est un move d'architecte, je vous le dis bon sang, écoutez-moi. Concernant le reste des combats, disons qu'ils sont plus ou moins inégal, et surtout celui des deux fleurs.
Disons que c'est la séquence la moins passionnante de cette éliminatoire, puisqu'elle semble quelque peu superficielle, je dirais même artificielle. Mais dis donc, je crains qu'il soit temps pour Kita d'analyser le traitement des personnages féminins chez Kishimoto. Kishimoto livre lui-même d'ailleurs en appendice un idéogramme sur le caractère de ses personnages. Plus un personnage est excentré, que ce soit dans n'importe quelle direction, et plus il a un caractère tranché, calme, irascible ou passionné, mais en tout cas dans un extrême. Haku, Sasuke, Gaara, Shikamaru, Naruto, Zabuza, Lee, Kiba, ils sont tous en bordure, même le god Kakashi. Et évidemment, tiens donc, toutes les femmes s'avèrent être les plus plates, ou en tout cas donc les plus neutres. Sakura, Ino, Temari, Tenten, il y en a qu'une qui fait exception à la règle, c'est Hinata. Et en étant totalement objectif, Hinata, c'est la surprise de cet arc. Son combat face à Neji, d'une violence rare surtout pour des enfants de cet âge, c'est absolument déchirant. Il a beau être du village de Konoha, il a beau être aussi assez stylé, faut dire. Présent dans le cœur de Lee comme celui de la jeune Hyuga, il a tout pour le moment d'un antagoniste. Et en relisant l'œuvre, je me suis dit, mais comment est-ce que je l'aime en fait ce mec déjà Hinata, elle cependant, est remarquable, digne du protagoniste principal de cet instant. Bon, certes, elle fait le coup rêvé des collégiens du genre, oh mon crush me regarde, je dois assurer. En plus, j'aime le héros principal, donc c'est dire que je suis amoureuse du lecteur, quoi. Quoi, je me fais des idées. Mais surtout, je trouve qu'elle a une motivation fantastique, très noble, et un background suffisamment solide. Si Sakura, elle, reste quand même un personnage montré comme éthique et valeureux, d'ailleurs, Kishimoto s'en sort en montrant la Sakura intérieure être très excentrique, Hinata, elle, est développée. Deux personnages féminins séduisants dans le texte, j'ai vraiment adoré. Et visiblement, je n'étais pas le seul, puisque Hinata était classée à l'époque 6e personnage préféré des lecteurs devant Gaara, ou même d'ailleurs Sakura, qui n'était que 14e. Derrière Hokage 4e du nom, Gamabunta et fucking Gekko, qui meurt 30 secondes après. Et son petit amoureux alors, comment il s'en sort hein. Son combat face à Kiba, plus gaguesque qu'autre chose, n'était pas bon le plus palpitant. Le parallèle établi entre les deux, Kiba qui a les mêmes motivations que Naruto, et son chien Akamaru qui fait écho au renard Kyuubi, sont plutôt malins mais cela reste bon peu approfondi. Un combat bien canidé, bien mais qui a au moins le mérite d'installer pour de bon la rivalité entre Naruto et Sasuke. En effet, après Sasuke qui imite Lee, Naruto imite Sasuke. Le texte le dit, le dessin le dit, les deux amis devront s'affronter un jour. Mais ça attendra, car pour l'instant, toutes ces phases préliminaires, même le tournoi, vont être chamboulées à tout jamais, tout comme, si je puis me permettre, le monde du manga en général, grâce à l'affrontement opposant le redoutable Gaara et l'atypique Rock Lee. D'abord impressionnant et flamboyant, grâce à sa célérité, Lee prend de vitesse l'homme sable qui n'avait pourtant jamais été touché de sa vie. Et c'est là que pour briser sa garde, le ninja raté dégaine la technique interdite des 8 portes, lui donnant un air totalement monstrueux et un boost de puissance jamais vu au prix, c'est un trope très connu des shonen, de grandes douleurs physiques. Bon, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur cette opposition digne de ninja de rang supérieur, avec ses doubles pages folles, ses blancs et trames claires pour permettre un récit visuel de ministre. C'est LE combat shonen qui a donné des carrières à vos combats shonen préférés. D'ailleurs, j'aimerais remercier Kakashi pour retirer son bandeau juste en cliffhanger pour nous signifier qu'on va vivre un grand moment. Moi, c'est des trucs comme ça qui me font vivre. Quel travail de mise en scène! On peut aussi évoquer le mécanisme, devenu base du genre, de la montée en puissance et du faux espoir. Je gagne avec ma technique? Oh, non, en réalité je suis impuissant, alors je sors un power-up caché, mais en fait je perds, etc. Cela se voit aussi avec le procédé récupéré de chez Papa Toriyama. Les poids cachés sur les personnages permettent une mise à 0 du héros. Ou alors, évoquons la dramaturgie et le message du combat. L'opposition physique entre les deux combattants est en réalité une allégorie de la lutte que mène le ninja de Konoha contre la fatalité. Lee, incapable d'utiliser le chakra, ne pouvait en réalité pas gagner face à un génie comme Gaara ou Neji, qui deviennent eux l'incarnation funeste de la fatalité. Et pourtant lui, c'est un génie de l'effort. 少しくらいの重りを外したところでガーラの砂についていけるわけがやりすぎでしょ
Par un entraînement démesuré, approfondissant sa seule compétence, il était à 2 doigts de battre quelqu'un qui a résolument le potentiel d'un Kage. Certes, un Kage en devenir, mais quand même. Le lecteur le sait, Neji non plus n'aurait pas résisté aux attaques dévastatrices de Lee. Oui, dans ce monde, nous pouvons dépasser notre condition, pour peu que nous travaillions suffisamment dur. C'est la définition même du shonen neketsu, du surpassement de soi par le travail. Mais ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a déjà dit. Mais ce qui m'a sauté aux yeux dans ce combat légendaire, c'est à quel point l'auteur faisait une emphase sur le corps. Tout ce que l'on vient de décrire, Kishimoto l'a appliqué au seul personnage qui n'utilise que son corps pour se battre. C'est l'essence du shonen, la transcendance du corps et de ses limites. Et dans tout bon neketsu, il y a toujours ce personnage qui n'a pas de pouvoir. Zoro dans One Piece, Kenpachi dans Bleach. Bah, à bien y regarder, je suis persuadé que c'est bien ce combat qui a donc inscrit dans la pierre la place éternelle de Naruto dans le Big Three. Et évidemment, tous les adolescents sans pouvoir et avec un corps en ébullition se sont identifiés dans ce duel. C'est un 20 sur 20. Lire le combat Gaara versus Lee, en fait, c'est lire l'histoire du manga contemporain. Alors, à l'issue des différents combats, Hokage, 3e du nom, nous annonce que la prochaine étape et dernière du tournoi aura lieu dans 30 jours, et ce seront des duels. Shikamaru contre Tamari, Naruto contre Neji, et puis surtout Sasuke contre Gaara. Maintenant que les liens conflictuels ont été posés, vous comprenez que tout cela servait avant tout à préparer une certaine antagonisation des ninjas de Suna. Mais alors attention, antagoniser les ninjas du sable reviendrait à ne pas voir la totalité du tableau, car en effet, si Gaara est l'antagoniste à l'échelle du tournoi, Orochimaru est bien celui du village tout entier. Et oui, sa menace est toujours là. Et ça, Kishimoto le rappelle lors du combat de Shino, juste après celui de Sasuke. Oh, ça va, désolé mec, prends pas la mouche. Qui a la ref? Alors que Kakashi tente à l'écart de sceller la marque maudite pour qu'elle ne gêne plus son protégé en le soignant, Orochimaru apparaît. La simple réaction du sensei, apeuré et dégainant tout de suite une attaque impressionnante, en dit très long sur la dangerosité du serpent. Le ninja copieur, pourtant craint de tous, révèle même qu'Orochimaru est l'un des 3 ninjas légendaires. What? Les 3 Sannin de Konoha? Évidemment, comme je vous l'expliquais plus tôt, pas le temps de se laisser dévorer. On repasse tout de suite à Shino, qui en fait renferme des insectes dans son corps. T'es dégueulasse Shino, douche-toi non? Autant dire qu'on s'ennuie jamais. Mais ne soyez pas trop négligents, car quand le serpent resserre son étreinte, il est souvent déjà trop tard. Oh oui, l'étau se resserre déjà. Kabuto, le nerf d'Alunette, est en fait un espion d'Orochimaru, capable de fausser compagnie à Kakashi et d'utiliser des techniques de nécromancie. Le mec est en fait giga balèze, c'est pas juste un petit élève là. Alors qu'il tentait de s'en prendre à un Sasuke inconscient, l'on comprend que si Kabuto a en fait déclaré forfait 6 fois au cours de l'examen, c'est parce qu'il est en réalité chaque année en chasse du réceptacle corporel pour Orochimaru. Voilà pourquoi tout à l'heure il disait non, moi je me casse. En fait, c'est parce que tout ce qu'il fait, c'est uniquement chercher un corps depuis 6 ans. Mais pourquoi est-ce qu'Orochimaru aurait besoin chaque année d'un nouveau corps? Et oui, c'est là que vous comprenez que la marque faite par le déserteur sur toutes les strates de l'histoire donne des sueurs froides. C'est là que vous comprenez comment est-ce qu'on élabore un lore discret avec juste la chronologie du récit, sans pour autant spoiler les lecteurs. Aussi, j'aimerais beaucoup évoquer l'utilisation du monologue interne chez Orochimaru, se questionnant sur Kabuto, pour donner plus de substance au personnage, alors que l'inverse hiérarchique serait beaucoup plus attendu. D'ailleurs, énième parallèle entre les deux vilains, Gaara tente de tuer Lee dans son sommeil à l'hôpital avant de se résigner. Chez ces méchants à l'intrigue croisée, tout n'est qu'ambiguïté. Mais alors, Naruto, comment est-ce qu'il va faire? Il n'est pas du tout au niveau. Il va falloir qu'il progresse, et rapidement, afin de poursuivre tout son rêve. C'est donc à ce moment-là qu'apparaît le saint ermite du mont Myokubu. J'ai nommé Jiraiya. Oui, l'ermite des crapauds, j'ai nommé le grand Jiraiya, dont aucune femme ne lui résiste. C'est ça, non? Oui, vous avez reconnu les paroles d'un des légendaires Sannin de Konoha, les 3 légendaires ninjas du village des feuilles, dès son introduction, tandis que Naruto, lui, il arrivait plus trop à s'entraîner avec Ebisu. Et alors, mes aïeux, mes amis, quelle intégration, s'il vous plaît! Si Kishimoto était professeur de manga, je crois qu'il vous dirait qu'un personnage est égal
une idée. Et alors ce que je trouve absolument brillant, c'est que si Jiraiya va devenir le nouveau sensei de Naruto après Kakashi, tout ça nous est présenté de manière super habile grâce à un simple roman. Si Kakashi était un lecteur assidu du Paradis du Batifolage, Jiraiya en est l'auteur. Vous voyez, quand je vous disais que Kishimoto connaît les leviers de hiérarchie Neketsu par excellence, c'est que du coup, on passe de lecteur à auteur, donc nécessairement que c'est un meilleur, un plus puissant sensei. Et je trouve ça trop bien, sans dégrader l'un pour renforcer l'autre. Maintenant, on passe au sensei plus 1. Alors bien sûr, l'ermite est calqué sur le trope toriyamesque du vieux maître pervers à la tortue géniale, puisqu'on le découvre en train d'observer en loose day les bains féminins. Toutefois, cela a pour effet immédiat de le caractériser comme un excentrique, et donc de tisser un premier lien d'association avec Naruto, je cite, le ninja le plus imprévisible du village. Et adepte du sexy jutsu. Mais surtout, Jiraiya est un guide hors pair. C'est lui qui comprend et explique au lecteur sans que Naruto le sache l'obstacle que représentent les sceaux présents sur le bidou de Naruto. L'occasion d'ailleurs de mentionner la volonté bien mystique du 4e Hokage. La maladresse de Naruto devient tout de suite beaucoup plus claire. C'est à cause de ça qu'il n'arrive pas à bien mélanger son chakra. Mais en fait, c'est pour ça qu'il est éclaté au sol, vu qu'il tombe des arbres depuis le début. Tu as capté? Là, on a un procédé très habile de l'auteur qui fait de la médiocrité de son protagoniste un handicap avec lequel il doit composer. Finalement, Naruto, c'est un petit infirme, et ça c'est cool, ça le rend attachant, bien plus méritant d'ailleurs que Sasuke. Ce fils de riche là. Certes, désormais, Naruto va pouvoir puiser dans un réservoir de chakra exceptionnel. Et c'est normal, car comme tout bon récit initiatique du héros, selon Joseph Campbell, le protagoniste principal possède un potentiel heuristique si grand qu'au début c'est perçu comme un handicap. Mais s'il arrive à conjuguer cette force, il en fait le plus grand pouvoir de son monde. Je veux dire, Tokyo Ghoul, avec Papy la Chouette qui disait « Tu n'as pas la malédiction d'être une goule, tu as la bénédiction d'être le seul être humain qui est à la fois un humain et une goule. C'est une force. » Le métissage. Bref. Mais c'était donc nécessaire au départ de lui trouver des faiblesses organiques, pour ne pas que le lecteur puisse crier au héros prédisposé ou cheaté de naissance. Le monstre en lui fait d'ailleurs écho à celui de Gaara, qui fait du jeune garçon le dernier recours politique de son village. En effet, son père, le Kazekage, a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Alors que le père Kage, lui de Naruto, est mort. Pour le sauver, Naruto, je le crois ainsi, affrontera toujours des gens aux souffrances similaires ou qui ont vécu bien pire que lui. Le ninja orange doit sans cesse remettre donc en question ses propres souffrances personnelles et relativiser son propre drame pourtant en ouverture de récit. Voilà un baptême de maturité formidable pour quelqu'un qui ne paye vraiment pas de mine. Comme Haku, avec son père qui avait tué sa madre, aurait fait un meilleur protagoniste que lui. Ou encore que Gaara, avec son père qui essaie même de le tuer, ferait un personnage plus tourmenté encore. C'est d'ailleurs son père qui lui a laissé une cicatrice sur le front, ou plutôt, l'enfant des sables s'est tatoué le kanji de l'amour, à l'endroit d'une de ses blessures. Ah vraiment, y a que moi qui vois la ref Harry Potter là? Bref, Naruto s'entraîne donc avec le maître crapaud d'arrache-pied pendant les 30 jours qui lui sont incombés. Il arrive même jusqu'à invoquer du coup le beau, le fameux, le grand, pas uniquement par la taille mais bien par la statue, l'esprit Gamabunta. Et alors avant que les combats ne commencent, j'aimerais faire un petit aparté sur l'aspect mythologique qu'entretient Kishimoto avec son œuvre. Voyez, on vient parler d'invocation, c'est l'idée de convoquer par un sceau un individu qui est à l'autre bout du monde chez soi. Et lui il est là, wesh frérot, tu m'as slash TP là ou? Présence de démons, de dimensions parallèles. Jiraiya en vient même à introduire une filiation plastique entre Hokage, le 4e du nom, et le petit Naruto à travers justement un portrait. Sasuke, quant à lui, maîtrise les 1000 oiseaux, technique phare de Kakashi. Oui, je me suis arrêté à Kakashi Gaiden. Oui, je sais que c'était le pote de Lin, Obito, d'ailleurs paix à toi mon petit ref, et surtout Minato, l'éclair jaune de Konoha. C'était trop bien, j'avoue c'est trop bien, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe après, ne me spoilez pas. Je vous en conjure. Une technique donc qui aurait permis à Kakashi de couper la foudre. D'ailleurs, je crois que c'est même pas dans Kakashi Gaiden. On voit ici que Kishimoto étend son univers à la fois dans le passé, avec une mythologie de plus en plus riche, mais également dans l'espace, avec sa géopolitique qui, nous allons voir, va prendre une dimension quelque peu internationale. Voici la 3e épreuve de l'examen des Chunin. La arène est spectaculaire et l'effervescence très bien retranscrite.
l'histoire, je le crains, va s'écrire ici. D'abord d'ailleurs, celle de Naruto, qui doit surmonter Neji Hyuga, un adversaire qu'il ne peut pas battre. On nous l'a montré avec tout ce que nous a dit Kishimoto jusque-là, il peut pas. L'emphase est suffisamment d'ailleurs bien inscrite sur le fossé de talent qui sépare les deux aspirants, grâce au dialogue du père Hyuga, chef de la Soke et donc branche haute de la famille, le papa d'Hinata. Voilà, c'est gros, c'est gras, mais ça fait le taf. Le flashback poignant de Neji introduit sous forme de thriller la hiérarchie traditionnelle des membres de la famille Hyuga. Le père de Neji est né quelques secondes après son frère jumeau, aïe aïe aïe, et du coup a dû être toute sa vie au service de celui-ci, ce que personnellement je comprends tout à fait, étant né juste après mon frère, aïe 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 pour moi aussi. Un schéma que ses descendants, Neji pour Hinata, appliquent encore aujourd'hui. Le jeune ninja, en plus d'être né naturellement extrêmement doué, bien plus d'ailleurs que sa petite cousine, a vu son père être sacrifié à la place de son frère pour sauver le village. Voilà qui explique toute la haine de Neji. Kishimoto puise cette intrigue douloureuse dans l'imaginaire du Japon traditionnel, ou encore même, vous le savez, dans celui de nos rois occidentaux, lorsque les intrigues de cour se soldaient souvent par des assassinats pour mettre son sang sur le trône. Et d'ailleurs, tiens donc, qui voulait tuer qui lors des éliminatoires? T'es vraiment un beau salaud, mon Neji. Ainsi, c'est via un mécanisme shonen maîtrisé sur le bout des doigts que Naruto dépasse ses limites et fait preuve d'ingéniosité pour terrasser un Neji bien suffisant. Il le lui promet, une fois Hokage, il changera le destin des Hyuga et donc implicitement de la politique de son village. Comme nous l'avons vu lors de l'analyse précédente ou encore au début de celle-ci, avec sa feuille qu'il rend vierge, sans case, sans a priori, Naruto porte en lui l'âme d'un dirigeant qui s'ignore et qui devra changer la condition sociale des autres pour changer la sienne. En plus de nous offrir une conclusion épique et les prémices de Kyuubi et ses 9 queues, notre héros impose sa maxime au Hyuga. Cette maxime, bien rare pour l'époque, a galvanisé toute une génération. Passé, destin, toutes ces conneries-là, on s'en moque. Quand on est un génie, on n'a besoin que de soi. Toujours prouver 2 fois plus que les autres, assoupi d'évidence. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça vient d'un cancre. Alors est-ce que c'en est vraiment un? Non mais je vous le demande. Pourquoi personne ne me répond? Et en parlant de bon à rien qui s'ignore, vient le tour de Shikamaru Nara, en lice face à Temari. C'est à partir de ce duel qu'il est devenu vraiment, il faut le dire, vraiment mon personnage préféré. Voilà, Akitaro, arrête de parler de ton personnage préféré, merde. Son intellect, sa désinvolture, sa stratégie, il pète vraiment la classe et sans le vouloir. C'est vraiment l'adage des beaux gosses, ça. Voilà. Il fait même pas exprès. Mais surtout, sa façon de regarder les nuages dans l'arène en les qualifiant de libres par-dessus tout, je me suis immédiatement identifié. Et je vous jure que je me revoyais moi à la fac en regardant les plantes qu'il y avait dehors, je vous jure, juste à côté de la porte. Pendant mes TD, j'étais 2 heures comme ça et je me disais, dès que la prochaine fois je croise les plantes, je serai libre comme elles. Je vous jure, c'est vrai. Je pense de toute façon, c'est l'expérience personnelle qui fait que je kiffe ce giga clochard. Bah comme lui, je m'auto-galvanisais tout seul, bref. Ce dernier abandonne son duel parce qu'il manque d'ambition au temps présent. Et pourtant, sa vision sur le très long terme est si nette qu'elle l'empêche de calculer l'énergie de chaque pas, de chaque clignement d'œil. Il a tout pour lui et son plus grand ennemi, c'est la flemme. Formidable cum. Les professeurs le disent d'ailleurs eux-mêmes. Il a gagné le vrai combat, mais perdu la bataille. Hokage le 3e le disait également. Le but du tournoi reste avant tout de taper dans l'œil des jurés et pas forcément de gagner. Seront promus ceux qui auront fait forte impression. Mais ça, le manipulateur des ombres, il en a rien à carrer. Notons d'ailleurs ce qui ressemble à un petit foreshadowing de la bouche des adultes. Si cet affrontement avait eu lieu dans le cadre d'une mission de combat en équipe de 4, il aurait remporté la victoire à l'instant. Il a tout d'un leader. Oui, Shikamaru, tu es bien le goth que tu penses être. Et c'est à ce moment-là qu'arrive, mesdames et messieurs, le tour du génie le plus populaire de Konoha. J'ai nommé l'idole des jeunes Sasuke Uchiwa face à Gaara du village des sables. C'est le combat que tout le monde veut voir, autant les lecteurs que les spectateurs présents en tribune. Si la force des 2 combattants est proportionnelle à leur entrée, alors ça n'augure que du bon, ou que du mal. Ok, Gaara attend au milieu de l'arène sans une once de stress après avoir pourtant commis un double meurtre dans les travées du stade. Sympa. Mais moi je vous le dis,
J'ai toujours rêvé de venir à l'école comme Sasuke. Sérieusement, ce découpage de héros du collège lorsqu'il surgit de nulle part, ouah, je suis blanc. Ah, je vous jure, hein, si j'avais un canapé blanc, que je faisais des vidéos à l'époque, j'aurais créé comme un fanboy, réaction live. Car tout d'un coup, une frénésie s'empare de nous. Les effets d'annonce se multiplient. Naruto notamment, pris de panique car témoin du meurtre caché de Gaara. Il souhaite arrêter le match. Est-ce que alors Sasuke, même en pleine possession enfin de ses moyens, peut vaincre Gaara, dont la forme finale vient tout juste de nous être teasée? Ça, vous aimeriez bien le voir, hein? Eh bien c'est là que Kishimoto nous prend tous de court. やるか Et cela avec un superbe raccord fixe en triptyque de la vision qui s'obscurcit d'un spectateur endormi par les espions de Suna. Oui, sans mauvais jeu de mots, les choses s'enveniment. Le village du sable avait en réalité prévu d'envahir Konoha lors de cette troisième épreuve en s'alliant avec celui d'Oto. Je vous l'avais dit ou pas? Et le moment est venu. Dans un ultime calme avant la tempête, comme un effet de miroir, Masashi Kishimoto arrête le temps à travers un sublime chant contre chant des deux Kage. Dans un twist vertigineux, Orochimaru se dévoile à travers une sublime pleine page où il arrache la peau du visage du Kazekage, comme pour faire tomber le masque du complot. Alors que des shinobi étrangers envahissent le village et invoquent des serpents géants, Gaara s'enfuit de l'arène. Cela faisait bien longtemps que la constriction du reptile manipulateur avait commencé. Mais depuis combien de temps ? Depuis combien de temps est-ce qu'ils étaient pris de vitesse? Depuis combien de temps le venin du serpent pourrissait en réalité les artères de Konoha? Depuis quand le poison de la rancœur affaiblissait le village? Est-ce que c'était il y a des semaines? Des mois? 12 ans? Le serpent, avec sa langue tortueuse sur le toit de l'arène, pointe du doigt l'insolence de Konoha face au reste du monde, engagée, elle, dans la course effrénée à la remilitarisation. Sur ce point-là, le déserteur marque un point. Le village s'est laissé plonger dans une forme d'apathie. L'homme qui illustre cela, c'est bien l'Hokage 3e du nom, Hiruzen Sarutobi. Kishimoto a un jour confié avoir visité des montagnes japonaises et des sources thermales lors de vacances, où des singes pouvaient approcher les visiteurs. L'un de ces primates, un vétéran raconte-t-il, avait une cicatrice, témoignage de ses combats pour dominer le reste de ses congénères. Et Sarutobi, ça veut tout simplement dire singe sautillant. Comme un pirate à la moustache éclatante, Sarutobi est considéré comme l'homme le plus fort de son temps, le dieu des shinobi, rien que ça. Et justement, son temps, tout indique sa révolution. Je voudrais insister sur la façon dont l'auteur parvient avec brio à introduire sa mort prochaine et inévitable. Comme Barbe Blanche dans One Piece donc, abandonné par ses forces en raison d'une longue maladie, ou encore Yamamoto, les vieux badass dans les shonen et surtout le Big Three, c'est des êtres ultimes vaincus non seulement par leurs ennemis, mais par le temps. Ce temps qui agit ici sur Sarutobi. Ce temps qui passe et qui érode inexorablement. L'auteur le représente métaphoriquement par le dessin, en faisant se fissurer le visage sculpté de l'Hokage sur la colline qui surplombe la cité qu'il doit protéger. Cette frustration de la force vieillissante est devenue par la suite un élément donc prépondérant au shonen neketsu. Aussi puissant soit-il, les anciens et les sages devront laisser la place à une nouvelle génération. Dans cet arc de l'examen Chunin, Kishimoto démontre alors qu'il est un véritable chirurgien des codes du genre qu'il va lui-même mettre sur les devants de la scène. Mais alors que la constriction devient suffocante, que va-t-il advenir de Konoha? Comment Kishimoto va clore son arc le plus ambitieux? Avec deux antagonistes aussi dangereux en liberté, la tension est insoutenable. Pas le choix pour nos héros, il va falloir grandir et vite. Car il souffle un vent de tempête sur le village des feuilles. Qui sait ce que le sable emportera dans sa furie brûlante, si ce n'est pas le serpent qui, jusque-là tapi dans les hautes herbes, avait décidé coûte que coûte d'emporter avec lui l'ambitieuse jeunesse.